Merci aux organisateurs de cette université d'été pour m'avoir invité à réfléchir aux enjeux de ce mouvement qui entre maintenant dans sa 3e année. Les slogans et les mots d'ordre, nous le savons tous, sont inévitablement trop brefs. Les enjeux de notre combat vont bien au-delà. C'est ce que je voudrais essayer d'illustrer. Au-delà de la défense des droits des enfants, au-delà de la protection des structures familiales, au-delà de la lutte contre la marchandisation de la grossesse, il y a des enjeux encore plus vastes, en particulier celui de la dignité humaine, c'est-à-dire de la valeur inaliénable de chaque personne sans exception. D'où la question que je voudrais poser, dans le moment d'histoire précis dans lequel nous nous trouvons tous, que nous sommes en train de vivre, où en est la dignité humaine ? En tâchant de répondre à cette question, je crois que nous comprendrons mieux pourquoi il faut, entre autres, lutter contre la GPA, pourquoi notre combat est un enjeu de très grande portée. Je vous propose 6 étapes. Si je dis un peu à l'avance, vous vous rendrez compte comme ça du moment où c'est bientôt terminé. Donc ce sera assez commode. D'abord, l'idée de dignité humaine est un héritage très ancien, et comme je suis historien, je remonterai un peu le temps. 2, cet héritage a permis, au long des siècles, une grande marche vers plus d'égalité. 3, aujourd'hui précisément, l'idée d'égalité se retourne tout simplement contre elle-même et contre l'idée même de dignité humaine. Mon 4e point sera de montrer que paradoxalement, notre époque est en train de dévaloriser l'être humain. Pour le moment 5, j'essaierai de trouver une explication, de l'emprunter à quelques auteurs. Et 6e, j'essaierai de me demander un peu ce que nous pouvons faire, de proposer quelques lignes. Donc premièrement, notre héritage gréco-romain et judéo-chrétien. Nous sommes dans la lumière de la Méditerranée. Il y a un personnage de la littérature qui a chanté cette lumière juste avant d'en être privé, c'est l'Antigone de Sophocle. On a beaucoup parlé d'Antigone en 2013. Dans cette tragédie de Sophocle, je dis bien la tragédie de Sophocle, je suis allergique à l'Antigone d'Anouilh, pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer. Dans l'Antigone de Sophocle, il y a un chœur qui dit « Il n'y a rien de plus merveilleux que l'homme en général, anthropos, l'être humain. » En effet, le texte montre que les hommes savent modifier la nature, et c'est un thème qui se retrouve plus tard chez d'autres auteurs grecs, chez des auteurs latins, qu'ils soient païens ou chrétiens. La Bible affirme la grandeur de l'être humain, créé à l'image de Dieu. Quand il crée les différents éléments du monde, jour après jour, Dieu trouve cela bon. Mais quand il y a l'être humain, Dieu juge cela très bon. Saint Augustin parle de dignité humaine en général, ce qui est important parce que la dignité est à son époque, 4e, 5e siècle, plutôt une valeur sociale réservée à certaines élites. Parler de dignité humaine, c'est faire descendre au niveau de tous, y compris des plus pauvres, la dignité qui était celle des élites sociales. Je vous cite un appel d'Augustin à reconnaître sa propre dignité. Que le genre humain éveille son espérance, qu'il reconnaisse sa nature, qu'il voit quelle place il a dans les œuvres de Dieu. Vous les hommes, ne vous méprisez pas vous-même, le Fils de Dieu s'est fait homme. Vous les femmes, ne vous méprisez pas vous-même, le Fils de Dieu est né d'une femme. Au passage, vous remarquez que le texte est précisément adressé à des hommes et des femmes qui pourraient, de par leur situation sociale et économique, avoir des complexes d'infériorité. L'être humain, nous dit la Genèse, verset 26 du chapitre 1, est fait pour dominer les animaux. Augustin, un peu avant lui, Grégoire de Nice, s'appuie sur ce verset pour dire que l'être humain n'est pas fait pour être dominé, qu'un être humain n'est pas fait pour être dominé, mais il est fait pour dominer uniquement les animaux, la nature, et pas les autres êtres humains. Et ces 2 théologiens condamnent, en des termes extrêmement intéressants, l'esclavagisme. Bref, nous avons un double héritage. D'une part, la culture gréco-romaine,
qui a exalté la grandeur de l'homme, mais réservé la dignité à des élites sociales. D'autre part, nous avons la tradition judéo-chrétienne qui a fondé la dignité de tous les êtres humains sur la volonté d'un Dieu unique et bienveillant. Nous avons là les racines de ce que Chantal Delsol, lors de notre précédente université d'été, avait appelé l'épopée de l'émancipation. Mon deuxième point serait de vous parler de cette épopée, de ce que j'appelle, d'une autre façon, la marche vers l'égalité. Celui qui a réfléchi à ce développement graduel de l'égalité des conditions à travers toute l'histoire de l'Occident, c'est, bien sûr, vous y pensez tous, c'est Tocqueville. Tocqueville a souligné, certes, les dangers de ce processus, mais il y voyait, lui, catholique, un fait providentiel, je le cite, lié au christianisme, cette religion qui a rendu tous les hommes égaux devant Dieu et qui ne peut donc pas répugner à voir tous les citoyens égaux devant la loi. Chantal Delsol, l'an dernier, notait la valeur universelle de cet élan vers l'égalité. Alors ne négligeons pas la grandeur de ce processus historique. N'oublions pas non plus que nous en sommes bénéficiaires. Seulement, voyons ce point très particulier auquel ce phénomène est arrivé aujourd'hui. Ce grand mouvement vers l'égalité est en train de se retourner contre lui-même. L'émancipation crée maintenant de nouvelles formes d'asservissement. Une certaine idée de l'égalité va contre la dignité. Et ce sera le troisième temps de ces quelques pistes de réflexion, l'égalité contre la dignité. Nous assistons à un phénomène très vaste que j'appellerais le grand refus des différences, des distinctions et des frontières. Grand refus apparemment généreux, mais qui résulte d'une incapacité à admettre à la fois l'égalité et les différences, l'universalité et les singularités. Certaines distinctions qui peuvent fonder la vie humaine tendent à disparaître. J'en avais énuméré beaucoup en me préparant pour aujourd'hui, j'en citerai seulement 3. D'abord, la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Hannah Arendt nous rappelle que cette distinction est un héritage grec. Christopher Lasch, sur lequel je vais revenir, considère que le romantisme, avec son culte de la sincérité, a affaibli cette distinction entre vie publique et vie privée. De nos jours, tous les exemples que nous pourrions donner. Que dire de la télé-réalité ? D'une certaine façon, ça ressemble à de l'égalité puisque n'importe qui peut se montrer à l'écran. Mais que devient la dignité des personnes ? Quant à la GPA, dont nous reparlerons, elle est précisément une intrusion dans le domaine intime de la maternité. Deuxième distinction en péril, entre le corps et les choses. Nous nous rappelons tous, en l'année 2013, un vieil homme richissime qui mettait sur le même plan louer son ventre pour faire un enfant et louer ses bras pour travailler à l'usine. Ça avait le mérite de la clarté. C'était une manière de ne pas seulement mépriser les femmes, mais aussi les ouvriers. C'était une manière de confondre les bras et le travail, le corps et la force productive, et évidemment, de prendre le ventre féminin pour un objet. Après des réhabilitations du corps dans les années 1960, 1970, on a fait beaucoup de discours pour émanciper le corps, pour le regarder mieux, je crois que nous sommes arrivés au temps d'un nouveau mépris du corps. Celui-ci devient un objet, même si c'est un objet de plaisir, une machine, un instrument. On oublie son rapport à la personne, sa portée symbolique, son rôle de signe. L'idéologie du genre prétend défendre l'égalité, mais elle dénigre la dimension biologique ou naturelle de la personne humaine. Troisième distinction en voie de disparition entre les activités économiques et tout le reste de la vie. L'époque moderne, nous dit Hannah Arendt, a transformé la société tout entière en une société de travailleurs. Apparemment, c'est de l'égalisation. En réalité, c'est l'occultation de tout ce qui relève de la gratuité, du don, du symbolique. Plus récemment, des techniques managériales ont produit ce que Michela Marzano appelle l'extension du domaine de la manipulation, ou comment l'entreprise envahit la vie privée. Eh bien, il y a parallèlement une extension du domaine de la commercialisation. Tout s'achète, tout se vend, le monde devient un vaste marché, la foire à tous les sens du terme.
La GPA s'inscrit exactement dans cette logique. Et de la même façon, les menaces sur le repos dominical. Face à l'économie, rien ne semble plus pouvoir être sanctuarisé. Au fond, le recul de la transcendance a préparé tout simplement le triomphe de l'esprit mercantile. J'en viens à ce phénomène que très peu de gens semblent voir de nos jours, qui est l'autodépréciation de l'être humain. Dans un livre de 1956, qui me paraît assez prophétique, L'obsolescence de l'homme, Günther Anders appelle honte prométhéenne cette, je cite, écoutez bien la formule, cette honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Il y a quelques jours, un grand quotidien ne donnait pas en premier lieu des informations sur des êtres humains, mais sur un nouveau smartphone au prix prohibitif, certainement beaucoup plus intéressant que la vie des hommes eux-mêmes. Anders diagnostique un rejet de l'être né, un rejet du fait d'être né. C'est un livre qui remonte à 1956. Ça ressemble terriblement à des choses que nous avons vues ces toutes dernières années. À partir de ce rejet de la naissance, il y a la préférence, dit Anders, pour se fabriquer soi-même, parce que sinon, n'ayant pas été fabriqué, l'homme se sentirait inférieur à ses propres produits. La dévotion pour la technique conduit à penser que ce qui est techniquement possible est bon, par exemple, ce qui est médicalisé, d'où le discours « encadrons la GPA, médicalisons-la correctement, le meilleur des mondes, c'est maintenant ». Ce qui se profile, c'est l'amélioration technique de l'humain, c'est-à-dire en fait une vision sélective de l'humanité. Naître d'un homme et d'une femme, ça va devenir ringard, tandis que choisir sur un catalogue un bébé haut de gamme, etc. Nous risquons d'oublier, je vous demande de faire attention à l'expression, je la trouve belle, l'élémentaire bonheur qui vient de ce qu'on est vivant. C'est une expression d'Hannah Arendt. Un aspect important de cette dépréciation de l'être humain, c'est la dévalorisation de la raison. J'en donne 3 exemples et il y en aurait beaucoup d'autres possibles. C'est important parce que beaucoup de gens nous traitent d'obscurantistes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont contre la raison. Alors, d'abord, c'est la manipulation du langage. Nous avons tous le souvenir de la novlangue de 1984 d'Orwell. Que dire, par exemple, d'une expression comme infertilité sociale, qui confond le social et le biologique. Ensuite, il y a l'explosion de la sexualité. Depuis les années 1960, je cite à nouveau Christopher Lasch, on veut libérer l'humanité de notions aussi attardées que l'amour et le devoir pour réaliser la suppression des inhibitions, la gratification immédiate des pulsions. Nous sommes toujours dans cette logique. Et je remonterai à Max Weber qui, quelque part dans une de ses études de sociologie de la religion, dit que l'amour sexuel est la plus grande des puissances irrationnelles de la vie. Attention, il y a un risque pour la raison. Le risque, ce n'est pas le retour du religieux. Le risque, c'est la perte de la raison. Et enfin, notre époque confond progrès et mouvement. Tocqueville déjà le disait, les nations démocratiques aiment le mouvement pour lui-même. L'important, c'est que ça bouge. Toute nouveauté tend à passer pour un progrès. Beaucoup de gens vivent dans un culte du progrès. Jean-Claude Michéa, dont je vais reparler, dit que c'est l'aliénation progressiste. Au passage, notons le danger pour la démocratie. La démocratie suppose l'usage de la raison, le goût de l'argumentation, de la discussion, une certaine culture. Rappelons-nous au passage que le fascisme, le vrai, pas celui que s'inventent des gens pour se la jouer, le fascisme historique est anti-intellectualiste. Il flatte la passion, et d'ailleurs l'antisémitisme procède souvent de l'anti-intellectualisme comme par une sorte de suspicion à l'égard de la dimension intellectuelle de la tradition juive. Alors comment expliquer cette situation? C'est mon 5e point, vous l'avez compris. Par l'alliance historique, c'est un fait, ce n'est pas une théorie, du libéralisme en matière économique et du libertarisme en matière morale. Pour cela, je m'appuie sur 2 auteurs qui nous aident, je crois, mieux que tous les autres à comprendre ce phénomène. C'est le philosophe américain Christopher Lasch, dont j'ai déjà parlé, qui était né en 1932, qui est mort en 1994, et dont l'œuvre me paraît
contenir au fond les clés de notre époque. Je dois dire que c'est l'auteur le plus déterminant que j'ai lu pour comprendre l'actualité depuis Tocqueville, depuis la lecture et le travail que j'ai pu faire de Tocqueville pendant pas mal d'années. Et puis, quelqu'un qui a fait connaître Lâche en France, c'est Jean-Claude Michéa, lui né en 1950, et c'est quelqu'un qui a longtemps enseigné la philosophie tout près d'ici, à Montpellier. Alors, commentant Lâche, Michéa dénonce, je le cite, le compromis libéral-libertaire qui unit les deux faces métaphysiquement complémentaires du paradigme libéral. 1. L'exhortation prétendument libertaire à émanciper l'individu de tous les tabous historiques et culturels qui feraient obstacle à ses désirs. Vous voyez très bien tout ce que vous mettez dans cette catégorie. Et 2. Le projet libéral d'une société homogène dont le marché, avec un grand M, selon la superstition libérale, le marché autorégulateur constituerait l'instance à la fois nécessaire et suffisante. Je voudrais vous donner un exemple tout récent, mais vraiment d'actualité, de cette, je cite encore Michéa, de cette nouvelle sensibilité libérale-libertaire. Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, dans Libération du 28 août, dit ceci. « C'est quoi être de gauche ? C'est vouloir la devise républicaine jusqu'au bout. La liberté d'aimer qui l'on veut, comme on veut. Un homme ou une femme, dans le concubinage, le pax ou le mariage. Nous devons réussir ce défi du redressement dans la justice. Et pour cela, nous avons besoin des meilleurs. De ce point de vue, la promotion d'une nouvelle génération, vous voyez l'allusion, la promotion d'une nouvelle génération est en phase avec les évolutions de notre monde en termes d'économie, de numérique, d'attente sociale. » Sur son blog, Patrice de Plinquette a remarquablement commenté ces propos. Je tente d'ajouter quelques éléments. J'aime beaucoup le flou intellectuel de cette démarche qui noie la notion de gauche dans une devise républicaine dont seul le premier terme, la liberté, reçoit un semblant de définition. Quant à la liberté, elle est réduite au fait d'aimer, c'est-à-dire à une réalité qui ne regarde pas le pouvoir politique, et donc on est en pleine confusion du public et du privé. Le mariage unisexe apparaît comme le principal marqueur de la gauche, autrement dit, le social est sacrifié au sociétal. La mention des meilleurs chez un sénateur socialiste est une délicieuse touche d'élitisme au passage. Celle des évolutions de notre monde révèle qu'il ne s'agit plus de changer ou d'améliorer le monde, ce que des naïfs comme moi ont cru, mais de se soumettre à des nouveautés économiques et sociétales qu'on prend pour des progrès. Et dans ce contexte, l'expression « attente sociale » désigne à coup sûr des aspirations en matière d'explosion des mœurs ou de dynamitage des structures familiales plutôt que la réponse aux angoisses et aux espoirs des couches populaires. Bref, ce texte est magnifiquement libéral-libertaire, je vous le recommande, parce qu'il est un moment dans lequel le masque tombe, et ça fait plaisir, c'est intéressant. L'idéologie libérale-libertaire est ce qui fait que dans notre pays, la gauche n'est plus une gauche, la droite n'est plus une droite, que la politique n'a plus rien à voir avec la morale, et que d'ailleurs, ce n'est plus de la politique. Alors mon dernier point... ce serait de vous proposer juste quelques pistes pour cette défense de la dignité humaine. Je dirais d'abord, essayons d'y voir clair. La lutte pour le respect des enfants, pour le respect des femmes, des familles, ne consiste pas seulement à critiquer un pouvoir en place. Il faut réfuter une vaste idéologie qui a des teints sur toutes les couleurs politiques. Nous devons être conscients des idéaux qu'il s'agit de promouvoir. Le combat pour la dignité humaine suppose une vue d'ensemble des problèmes actuels, un véritable esprit critique face à tout ce qui peut abaisser l'être humain, une prise de conscience de tous les différents phénomènes. Je dirais volontiers qu'il faut rejeter le passéisme, la nostalgie d'époques révolues. Ce n'était pas nécessairement mieux avant. Je suis historien, je me garderais bien de juger telle ou telle époque de façon globale. Méfions-nous aussi des allergies à la modernité. Tâchons plutôt d'accueillir intelligemment toute valeur très ancienne, vous voyez que je suis remonté à l'Antiquité, toute valeur très ancienne ou toute récente qui pourra enrichir ce nouvel humanisme que nous sommes amenés à porter. Deuxièmement, il nous appartient, ce n'est pas forcément facile,
de mettre en pratique les idéaux que nous entendons défendre en parole. Tocqueville nous dit qu'on ne peut établir le règne de la liberté sans celui des mœurs. Autrement dit, il n'y a pas de liberté sans morale. Et avant lui, Montesquieu pensait que la démocratie suppose la vertu. C'est exactement ce qu'on souhaite oublier actuellement, la vertu. Et le même Montesquieu nous dit ceci qui est extrêmement intéressant dans ce même chapitre du livre 3 de l'Esprit des lois. Les politiques grecs, c'est-à-dire les penseurs politiques grecs, qui vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d'autre force qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire les penseurs politiques de son époque, première moitié du XVIIIe siècle, ne nous parlent que de manufacture, de commerce, de finance, de richesse et de luxe même. Montesquieu avait déjà senti l'absorption de la politique par l'économie. Ça commençait. Une bonne manière de témoigner de la dignité humaine, ce serait par exemple, si je puis me permettre ce conseil, de respecter nos adversaires sur toute la ligne, même quand ils nous diffament. À ONLR, on ne lâche rien, que nous connaissons bien, j'ajouterais volontiers, ne serait-ce que dans cette minute, ça peut être oublié juste après, je n'en sais rien, je n'ai pas d'autorité pour le dire, j'ajouterais volontiers ONMP, on ne méprise personne. Enfin, pensons que servir une cause comme la nôtre est une joie et doit rester notre joie. Ce combat que nous menons ne répond ni à des intérêts particuliers, ni à des passions. Ce combat a vocation à profiter à tous, même à ceux qui éventuellement nous caricaturent. Ce combat pour la dignité humaine est lui-même un combat tout à fait digne. Nous luttons pour le respect des personnes. La personne, ça n'a pas de prix.